bonsoir, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Média Pro, votre émission de décryptage média. Ce soir, une émission à la croisée de la douleur, de la mémoire et de la création. D'abord, nous partirons à Gaza, qui subit depuis plus de 600 jours les pires des agressions, bombardements, famines, maladies. La situation est de plus en plus alarmante alors que l'antitessionniste se voit perdre plusieurs de ses alliés. Et puis, on changera de décor, mais pas de profondeur. Nous ferons un point cinéma au cœur du 9e festival du film européen qui s'est déroulé à Oran, Alger et Béjaïa ces derniers jours. Un véritable pont culturel. Et enfin, honneur aux voix féminines, focus sur la 8e édition du Festival de la littérature et du cinéma de la femme de Saïda. Nous reviendrons sur le rôle de la création artistique féminine dans le développement du secteur culturel. Voilà donc grosso modo 3 sujets pertinents qui animeront cette soirée. Restez avec nous, Média Pro, c'est tout de suite. Et voilà, pour développer les sujets de ce soir, j'ai l'honneur d'avoir avec moi notre cher chroniqueur Faisal Mottaoui, que l'on ne présente plus. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nariman. Et puis aussi notre invité également, Abdelmalek Belhouchet, journaliste. Bonsoir et bienvenue Abdelmalek. Bonsoir Nariman. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. La situation à Gaza, vous le savez messieurs, est à son pire. Plus de 600 jours depuis le début de cette agression génocidaire sioniste. La liste des martyrs ne cesse de s'allonger, dépassant le cap des 54 000 morts. Sans parler bien sûr du blocus sur l'entrée des aides humanitaires qui a duré une éternité. Alors depuis la semaine dernière, les aides commencent à pénétrer petit à petit dans l'enclave, mais ce n'est clairement pas suffisant pour nourrir les plus de 2 millions de Gazaouis. Pire encore, l'antitessionniste s'attaque au point de distribution de ces aides. Ce matin, plus d'une trentaine de Palestiniens ont été assassinés alors qu'ils tentaient de récupérer de la nourriture au sud de l'enclave. Une énième violation du droit humanitaire et du droit international aussi, Faisal. Absolument. C'est le 644e jour depuis l'agression sioniste sur Gaza, qui a commencé au lendemain du 7 octobre 2023. Vous avez dit, Nariman, le nombre est affligeant. 54 000 morts, nombre réellement comptabilisé. Exactement, sans compter tous les martyrs qui restent coincés sous les décombres. Absolument, il y a beaucoup de disparitions, beaucoup disparus, parce que l'antitessionniste, dans sa sauvagerie, cible des tentes de réfugiés, cible les maisons, cible les ambulances, les hôpitaux, tue les enfants, les femmes. Il n'y a aucune distinction. Pour eux, c'est des cibles à abattre. Évidemment, on ne sait pas où Hamas, est-ce que le Hamas se cache derrière les bébés. Évidemment, c'est une propagande militaire pour justifier ce crime. C'est un crime massif, c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide. C'est également une épuration ethnique parce qu'on veut obliger la population de Gaza de quitter son territoire. Tous ces bombardements qui sont maintenant intensifs, ils sont quotidiens. Quotidiennement, on bombarde, on tue sans arrêt. Le nombre de blessés a dépassé les 124 000. Plus de 17 hôpitaux ont été détruits. Je ne parlerai pas des écoles parce que les enfants de Gaza, et c'est la journée internationale de l'enfance, aujourd'hui, le 1er juin. Exactement. Et c'est un jour où les enfants de la Palestine ne voient pas leur enfance. Ils attendent seulement la mort, malheureusement, parce que l'antitessionniste a fait des enfants une cible. Selon plusieurs rapport, notamment celui de l'UNICEF, un enfant palestinien est tué chaque 20 secondes. Vous voyez, vous pouvez imaginer, c'est du jamais vu dans l'histoire. C'est du jamais vu dans l'histoire contemporaine, même dans les conflits les plus intenses, on n'a jamais eu une barbarie aussi importante. Et donc maintenant, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience internationale. C'est vrai qu'il y a une complicité internationale, notamment de la part de l'Occident, qui dans une dérive morale totale. Hier, on dénonçait les génocides au Rwanda, bien que la complicité des Occidentaux, là aussi, elle est bien réelle. Les Namibiens se sont rappelés des massacres commis à l'époque allemande. Et curieusement, c'est l'Allemagne qui défend le plus l'antitessionniste en Europe. L'Allemagne qui a un passé noir avec les Juifs. Notamment, c'est pas les musulmans, c'est ni les Arabes, c'est ni les Gazaouis, ni les Palestiniens qui ont emmené les Allemands dans les camps de concentration. Et donc aujourd'hui, peut-être que cette Allemagne a je ne sais pas si elle a une conscience tourmentée ou pas, mais c'est une puissance qui continue de soutenir, de défendre
les criminels. Mais il y a ailleurs dans le monde des voix qui s'élèvent contre ça. Exactement, avant de continuer de parler sur ce volet, on revient encore une fois sur cette date du 1er juin qui marque les célébrations de la Journée internationale de l'enfance. Que dire, Abdelmalek, de cette enfance détruite à Gaza? Je vais vous donner un chiffre lorsqu'on sait en particulier que plus de 20 000 enfants, selon l'UNICEF, ont été tués depuis le 7 octobre 2023. Il faut compter peut-être depuis 1948, parce que le génocide n'a pas commencé en 2023. Ça, il faut le rappeler. Il faut toujours le rappeler. Le génocide a véritablement commencé en 1948. Et voir aujourd'hui, vous le dites, c'est une journée assez symbolique. C'est le 1er juin, la journée internationale de l'enfance. Mais aussi, on est à une semaine de l'Aïd el-Kibir, qui est la deuxième plus grande fête religieuse chez les musulmans. Donc voir nos frères palestiniens, nos enfants palestiniens souffrir, vivre le martyre avec cette entité sioniste, avec cette armée barbare de l'occupation sioniste, c'est, pour vous dire, c'est insupportable. Alors la situation devient insupportable. Qu'ils devraient être instruits. Et qui devraient être instruits, qui devraient passer leurs vacances avec leurs parents, qui devraient être à la maison en train de jouer. Ces enfants, aujourd'hui, on est en train de les chercher sous les décombres. Ça, c'est la triste réalité. Et face à justement cette situation qui devient de plus en plus insupportable, on est face à l'insouciance et le silence total de la part de la communauté internationale. Et ça, c'est quelque chose à dénoncer encore une fois. Mais les opinions, Nerima, les opinions continuent à réagir quand même. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a un navire qui a démarré du sud de l'Italie, de Sicile, avec à son bord notamment la l'activiste Greta Thunberg, écologiste suédoise, et également la députée Rima Hassan et d'autres personnalités qui ont de la conscience quand même. Il y a quand même, parce que quand on parle d'Occident, on ne parle pas de l'ensemble de l'Occident, on parle quand même des politiques, de certains politiques, de certains gouvernements. C'est une embarcation, on le rappelle, qui va en direction de Gaza pour justement mettre fin au blocus sioniste sur la bande. Absolument, et vous savez que l'entité sioniste risque malheureusement de cibler ce navire parce qu'ils l'ont déjà fait par le passé, parce qu'ils n'ont apparemment rien qui peut ils l'ont fait il y a quelques jours, au large de Malte. Absolument, comme ils ont ciblé des personnes qui vont chercher de la nourriture, parce que c'est une armée immorale qui ne respecte aucun droit, qui n'a aucune conscience, qui a oublié déjà ce passé de juifs en Europe et qui pratique les mêmes, parce que les pratiques qui sont actuellement en cours à Gaza, c'est les mêmes utilisés par les nazis, c'est exactement les mêmes, l'épuration ethnique, le génocide, le bombardement aveugle. Il n'est pas aveugle évidemment, on bombarde les civils, on sait qu'il y a des civils dans des maisons, et là l'entité sioniste, à travers les actions menées, cible des familles entières. Elle veut décimer complètement des familles, elle veut effacer des noms de l'histoire. Cela s'appelle un génocide à grande échelle, ce sont des pratiques concentrationnaires. Absolument, c'est les mêmes pratiques. Il y a la Cour pénale internationale engagée, vous savez, des poursuites contre Netanyahou, contre son ministre de la Défense de l'époque, etc. La Cour pénale internationale n'est pas en mesure d'appliquer le mandat d'arrêt parce qu'il y a des États complices, des États occidentaux complices, dont la France qui laisse l'avion de Netanyahou traverser ses airs, comme l'Allemagne et comme d'autres pays. Et donc ce même Occident qui nous donne des leçons sur les droits de l'homme, sur le respect, l'Union européenne envisagerait il commence à prendre des sanctions, justement, de revoir l'accord d'association avec l'entité sioniste. Est-ce que ça pourrait dire que l'entité sioniste se voit être de plus en plus isolée diplomatiquement? L'entité sioniste est de plus en plus isolée diplomatiquement, ça il faut le dire. Parce que j'ai dit tout à l'heure, la communauté internationale, il y a aussi l'humanité. Parce que la communauté internationale, ce n'est pas la population de la planète Terre. Donc on le voit, la population de la planète Terre, c'est-à-dire les Européens, les Africains, les Asiatiques, les Américains, dénoncent de plus en plus ce génocide. Et le disent ouvertement que c'est un génocide. C'est ce qui se passe à Gaza. C'est un génocide. Et beaucoup d'entre eux comparent sur les réseaux sociaux ce qui se fait à Gaza et ce qui a été fait, en Europe, en Allemagne, avec les camps de concentration, ce qu'a fait les nazis avec l'Holocauste et tout. Donc ils osent, ils comparent ce qui se passe véritablement, car c'est la vérité. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est trop tard? Il a fallu 2 ans, presque 2 ans. Il n'est jamais trop tard pour dénoncer un génocide. Et pour arrêter le sang. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, on doit appeler à un cessez-le-feu tout d'abord. Donc je reviens justement à cet isolement politique. Je le disais, de plus en plus, des pays de l'Amérique latine, de l'Europe, il faut le dire aussi,
reconnaissent l'État palestinien aujourd'hui. Prochainement, cet été peut-être, on attend aujourd'hui 4 ou 5 pays européens. Il y a la municipalité de Barcelone, il y a l'Espagne qui continue son soutien, la municipalité de Barcelone qui a annulé l'accord d'amitié et les liens institutionnels avec l'entité sioniste et avec une des villes de l'entité sioniste qui a signé un... C'était la ville. C'était la ville. La communauté municipale de Barcelone a demandé aussi à l'entreprise qui fait les poires, la Fira de Barcelone, de ne plus accueillir des pavillons gouvernementaux de l'État sioniste dans les entreprises liées au secteur d'armement. Elle a demandé au port de Barcelone de refuser l'accès aux navires soupçonnés de transporter des armes à destination d'Israël. L'Irlande, vous savez que l'Irlande est en train de préparer une loi pour ne plus acheter les produits au niveau des colonies. L'Irlande qui reconnaît l'État palestinien. Avec l'Espagne aussi. Avec la Norvège rejoint aussi par la Slovénie, parce qu'il faut saluer aussi la prise de parole de Madame la Présidente de Slovène qui a dénoncé ce qui se passe à Gaza. Il y a aussi un député travailliste sioniste qui s'appelle Yair Golan, et qui lui-même dit Israël est en train de devenir un État paria comme l'était l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Et vous soulignez cet isolement international. C'est vrai que quand nous avons évoqué la commune de Barcelone, la ville de Barcelone, des Irlandais aussi. Il y a aussi plusieurs pays qui envisagent aussi de reconnaître l'État de Palestine. Il y a comme un État à part entière, un congrès international qui est prévu au mois de juin, à New York, mais aussi il y a des artistes aussi. Parce qu'après les artistes... mais il faut... je vous coupe une minute, Faisal, parce qu'avant de continuer sur ce que vous étiez en train de dire, il faut noter que ces prises de position de ces États, notamment européens, sont les conséquences de la pression de l'opinion publique internationale qui commence à se réveiller, qui commence à se rendre compte de la réalité en Palestine. On le voit, les marches en soutien à Gaza se multiplient à travers le monde, même sur la scène médiatique. Il y a quelques médias qui, entre guillemets, on peut le dire, ont retourné un peu leur veste. Par exemple, il y a quelques jours, il y a une interview du journaliste britannique Piers Morgan avec l'ambassadrice sioniste en Grande-Bretagne qui a suscité de vives réactions quant à l'incapacité de l'ambassadrice à répondre aux questions posées par le journaliste. On peut le dire que l'entité sioniste finalement commence à perdre de plus en plus de sa crédibilité. Absolument, l'ambassadeur de l'entité sioniste à Dakar, au Sénégal, a été chassé de l'université par les étudiants. Et l'on est de même pour certains citoyens certains liés à cette entité au Japon. On a vu la population japonaise les chasser. On les a vus aussi en Corée du Sud. On leur a demandé de quitter le restaurant. Vous voyez, donc, les Israéliens ou les sionistes, partout dans le monde, ils sont pourchassés. Ils sont pourchassés de manière pacifique. C'est parce que les gens leur reprochent leur position. Et vous savez qu'il y a un sondage qui a été publié récemment qui dit que presque 80% des sionistes ou des Israéliens sont d'accord avec ce que fait l'armée. Donc il y a une grande partie de l'opinion qui est d'accord. Évidemment, il y a une autre partie qui n'est pas d'accord, mais elle est minoritaire. Je voulais parler, parler des opinions publiques, parce qu'il faut noter qu'il y a quand même des marches partout dans le monde. Bien sûr, des marches qui sont couvertes du silence des médias complices, parce que les médias mainstream ne montrent pas, ils n'ont pas montré la grande marche qui a eu lieu aux Pays-Bas. Ils n'ont pas montré le tifo des supporters de la PSG et qui a gagné la banderole Stop Génocide in Gaza. On a tout fait pour que cette banderole ne passe pas dans les vidéos. Et aujourd'hui, l'entité sioniste met la pression à l'UEFA pour sanctionner le club et les supporters du PSG. Mais tous les supporters du club européen, la plupart notamment, manifestent ou crient des slogans en faveur de la Palestine, Free Palestine, parce qu'on a vu Netanyahu, encore une fois, qui dans une folie meurtrière dit que si vous dites Free Palestine, c'est comme vous dites Heil Hitler. Oui, c'est le nouveau Heil Hitler. Un parallèle qui est complètement faux, c'est pas du tout la même chose, parce qu'on veut toujours troubler les opinions, créer des confusions pour dire oui, parce que c'est le passé nazi. Les nazis aujourd'hui, les nazis de cette année 2025, c'est bien l'entité sioniste avec son armée. Je voulais revenir, si vous permettez, Nariman, à cette lettre des artistes britanniques. Oui. Parce qu'après les artistes avec américains notamment, et français, italiens, allemands et d'autres, à l'occasion du festival de Cannes, il y a eu quand même d'autres artistes, notamment Dua Lipa, qui est quand même une star de la pop britannique, l'acteur Benedict Cumberbatch,
Cumberbatch, qui est donc aussi très connu. Un grand acteur, oui. Absolument, Annie Lennox, c'est Ayman Riz Ahmed, Tilda Swinton, qui ont demandé de suspendre immédiatement au gouvernement britannique. Ils ont demandé au Premier ministre, Keir Starmer, directement. Oui. Keir Starmer, toutes les ventes d'armes et licences d'exportation britanniques vers Israël, d'utiliser tous les moyens disponibles pour garantir un plein accès humanitaire à Gaza aux organisations expérimentées sans ingérence militaire, de prendre un engagement envers les enfants de Gaza, de négocier un cessez-le-feu immédiat et permanent et de mettre fin à la famine. Ça, c'est les artistes. Il y a aussi des écrivains britanniques qui ont écrit une lettre pour dénoncer le génocide. Il y a des écrivains français également qui ont publié. Donc un peu partout dans le monde, il y a une prise de... Il y a beaucoup des universitaires aussi, malgré la terreur. Des universitaires. Absolument. Ça a commencé aux États-Unis. Aux États-Unis, à Harvard d'ailleurs, parce qu'il y a une terreur appliquée par les lobbies sionistes proches de Netanyahou, de son gouvernement, aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, il y a aussi des manifestations pour empêcher la vente d'armement à l'entité sioniste. La même chose en Australie. La même chose aux Pays-Bas. D'ailleurs, les Pays-Bas, c'est ce pays qui a proposé de suspendre l'accord d'association avec l'entité sioniste, parce qu'il faut noter que le commerce entre l'Union européenne et l'entité sioniste, c'est un peu 32% des échanges. C'est très important. Et parce que l'accord d'association, dans son article 2, évoque la question des droits de l'homme. Est-ce que l'entité sioniste, aujourd'hui, est en train de respecter les droits de l'homme? Non. Clairement, parce non. que l'entité sioniste jouit clairement d'une impunité internationale. Il y a de l'impunité, absolument. Il y a de l'impunité politique et de l'impunité diplomatique. Oui, parce qu'à chaque fois, parce qu'on a posé une question à un chef d'État occidental, est-ce qu'il y a un génocide à Gaza? Il dit non, il faut laisser ça aux historiens. Comment vous voyez qu'il y a des bébés qui sont massacrés, déchiquetés? Ala An-Najjar, qui est une pédiatre. Ala An-Najjar, son époux est d'ailleurs décédé ce dimanche. Hamad An-Najjar, il est décédé. Ce dimanche. Son époux a été blessé et ciblé par l'armée sioniste. Cette femme, courage, elle a perdu 9 de ses enfants. Elle a été forcée de ramasser ce qui reste de ses enfants après le bombardement. Vous pouvez imaginer une mère qui fait ça. 9 enfants. Il y a d'autres familles. Est-ce que ça, c'est pas un génocide? C'est quoi? C'est plus qu'un génocide. Ce n'est pas un génocide et un massacre. Comment ça? Donc la question est posée à certains dirigeants occidentaux. Est-ce que ce qu'ils sont en train de voir, il s'agit de crimes contre l'humanité ou pas? C'est un crime contre l'humanité. Un jour ou l'autre, l'histoire ne va le juger. Abdelmalek Belhouchet, on a enregistré ces derniers temps un regain de tension entre le président américain Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Serait-ce selon vous le début d'une réelle crise entre l'entité sioniste et son premier allié? Peut-être, oui, on attendra les jours, seuls les jours nous le diront, mais moi je pense que l'opinion publique américaine met la pression au président américain Donald Trump, et même les sphères politiques, intellectuelles, artistiques aux États-Unis mettent cette pression au président américain qu'il est en train de dealer avec un auteur d'un crime contre l'humanité. Et Donald Trump, il a aussi sa cote, donc il veut pas perdre la cote dans ce mandat qui vient de commencer. Donc il est, pour être très clair, on ne nage pas après de quelqu'un qui se noie. Ça, c'est clair en politique. Donc, je pense que Donald Trump est aujourd'hui dans une autre méthode, une autre technique aujourd'hui. Il veut pas dire non à l'entité sioniste directement, ouvertement, et il veut faire plaisir à l'opinion publique américaine. Parce qu'il y a un lobby qui s'appelle AIPAC aux États-Unis, qui a la maîtrise des médias, qui a beaucoup d'argent, qui influence le Sénat, qui influence la Chambre des représentants, qui influence les politiques, qui a de la mainmise sur beaucoup de choses et qui parfois oblige des présidents à changer de langage. Maintenant, il y a quand même des actions qui dénotent de cette distance prise par Trump par rapport à l'entité sioniste. Oui. Il a repris les pourparlers sur le nucléaire iranien. Et vous savez que l'antisionisme rêve toujours de bombarder l'Iran. Et il a adressé des louanges au président syrien, qui était hier présenté comme un terroriste, vous le savez. Et il a aussi entamé des négociations directes avec le Hamas, le mouvement de résistance palestinien, sans passer par Tel Aviv. Donc ça, c'est des actes qui dénotent d'une prise de distance par rapport à l'entité sioniste. À travers l'envoyé spécial Absolument, Stéphane Witkoff, qui propose un projet de cessez-le-feu, parce que le cessez-le-feu doit être imposé par tous les moyens. Ce massacre à Gaza ne peut plus se poursuivre. C'est intolérable. On ne peut pas continuer à avoir des bébés se faire tuer parce qu'il y a beaucoup de nourrissons qui sont morts, certains de famine, sans rien faire. Et donc, il y a quand même une certaine prise de conscience, bien sûr perturbée par la propagande
propagande militaire sioniste reprise par certains médias qui disent que si vous dites qu'il faut faire un cessez-le-feu, qu'il faut arrêter le massacre, etc., vous êtes avec le Hamas. C'est une propagande qu'on a déjà écoutée parce que les empires coloniaux ont toujours utilisé ce double langage. Ils ont toujours dit que non, il ne faut pas faire ceci parce que si vous faites ça, il y a cela. Et d'ailleurs, les présidents de France, de Grande-Bretagne et de Canada, le président le Premier ministre canadien Mark Carney et le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron, ils ont quand même pris une position récemment pour dire que cette situation, ce massacre ne peut plus se poursuivre parce qu'ils ont qualifié les actes du gouvernement Netanyahou d'actes scandaleux. Il y a aussi le président brésilien Lula da Silva qui a dit que ce qui se passait à Gaza est clairement un génocide, que ce n'était plus approuvé. La Colombie également, la Colombie et d'autres pays. Et d'ailleurs, Bertrand Badi, qui est un professeur au Sciences Po Paris, a eu une phrase assez intéressante. À l'adresse de l'Occident. La crédibilité même de l'action européenne sur le dossier ukrainien dépend de la fin d'un deux poids, deux mesures, qui a souvent été reproché à l'Union européenne sur Gaza. Les gouvernements ne peuvent plus ignorer l'opinion publique de plus en plus mobilisée par compassion, solidarité, mais aussi indignation. Peut-être la question, Faisal, qu'on pourrait se poser. Faut-il faire confiance à cette initiative américaine de désamorcer un cessez-le-feu? C'est une question, évidemment. Les États-Unis cette question demeure ouverte, on ne le sait pas. Oui, les États-Unis vont essayer toujours de sauver les intérêts parce que pour eux, la sécurité d'Israël est quelque chose de sacré qu'il ne faut pas bouger, même si ce même Israël est en train de tuer des innocents. Aujourd'hui, on voit que Donald Trump veut se mêler à plusieurs conflits dans le monde, au Soudan, le conflit russo-ukrainien. Il veut être l'homme qui a résolu tous les conflits et tous les problèmes de la planète. Il veut réaffirmer la place des États-Unis en tant que première puissance mondiale, première puissance économique, diplomatique et tout. Donc c'est un pari engagé, mais est-ce que ça va tenir ou pas? Faut-il faire confiance à cette administration, l'administration Trump? Est-ce qu'elle est crédible? En particulier lorsqu'on sait qu'il mène une guerre commerciale avec la Chine et l'Union européenne. Et avec les étudiants du monde entier, avec l'histoire des visas et tout. Donc ça, cette question reste ouverte. Vous savez, les valeurs sont les valeurs. Tu ne peux pas être le leader du monde libre, comme cela est présenté, et se taire. Parce que vous savez, les universités américaines, une grande partie des étudiants sont favorables à la Palestine, dénoncent au moins le crime, appellent à respecter le droit. La même chose pour une partie des médias, parce que Nariman a raison, parce que si vous suivez un peu les médias, du moins les médias les plus en vue, les plus visibles, le discours a quand même changé. Il a commencé à changer, c'est vrai. Parce que la propagande militaire sioniste a pratiqué de la censure. Exactement. Il faut rappeler que l'armée la plus immorale du monde, parce qu'il faut renverser le mot, a tué plus de 215 journalistes. Et le chiffre augmente, c'est le chiffre le plus élevé de toute l'histoire de la presse, du moins ces deux derniers siècles. Et donc cette censure pratiquée, il y a des fissures maintenant. Il y a des fissures parce qu'il y a des gens qui envoient des vidéos, etc., pour montrer ce qui se passe. Mais on ne peut pas ignorer ces images. Tout de même à délibérément cibler les journalistes qui sont sur le terrain à Gaza. Oui, parce que personne n'ose dire arrêter. La seule solution, c'est les sanctions contre l'entité sioniste sont très simples à appliquer. Vous arrêtez l'envoi de l'armement, vous arrêtez l'envoi de l'aide. C'est des milliards et des milliards qui ont été donnés à cette entité. Arrêtez aussi, suspendre par exemple les passages des avions aériens par les territoires. Obliger ce régime criminel qui est à Tel Aviv d'appliquer les règles du droit international. C'est très facile parce que quand ils l'ont fait pour l'Afrique du Sud, ça a marché à un moment donné parce que le régime d'apartheid ne peut pas se poursuivre. Il y a un régime d'apartheid actuellement à Gaza qui ne peut pas se poursuivre malgré tous les soutiens, les alliances, etc. et les dépenses parce qu'il y a beaucoup l'extrême droite européenne, curieusement qui était hier antisémite, aujourd'hui est en train de défendre les criminels qui sont à Tel Aviv. Elle a changé complètement de discours. On l'a compris, l'entité sioniste empêche les humanitaires de pénétrer dans la bande de Gaza, elle empêche aussi les journalistes internationaux de pénétrer, de couvrir la réalité de ce qui se passe sur place. Elle empêche aussi les diplomates d'entrer dans les territoires occupés. Récemment, une délégation de ministres des Affaires étrangères arabes était censée participer ce dimanche à une réunion à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Ils ont été interdits d'entrer dans les territoires occupés et c'est une nouvelle
preuve, une nouvelle exaction, une nouvelle preuve de la violation par l'entité sioniste du droit international. Oui, elle respecte le condom. Ils ont tiré sur le diplomate à Jenin. Ils ont bien sûr la propagande reliée par les médias. On a parlé de tir de sommation. Ils ont tiré sur les diplomates parce qu'ils ne veulent pas que. C'est des méthodes de voyous, ça. Des méthodes de voyous, des méthodes de barbares, de sauvages. On peut utiliser tous les qualificatifs qu'on veut parce qu'il s'agit de comportements qui sont contraires au droit international, contraires à la morale. Mais ça en devient pathétique aussi, Faisal. Oui, absolument. Non, ça met... Quand on commet un crime dans une maison, on ne veut pas que les policiers y rentrent pour mener une enquête. Donc c'est les mêmes méthodes, là j'ouvre une parenthèse, c'est les mêmes méthodes exercées par le Maroc, le Marzen aussi. Donc ça c'est connu. Donc encore une fois, ce que fait l'entité sioniste, en voulant s'attaquer aux journalistes qui couvrent justement ce génocide, car c'est le génocide le plus médiatisé dans l'histoire de l'humanité. Très bien. Oui. Et qui font ce qu'ils font aux diplomates qui veulent enquêter, qui veulent visiter les territoires occupés en Palestine, ça veut dire clairement, voilà, l'entité sioniste est l'autrice d'un crime contre l'humanité. Voilà. Très bien, messieurs, nous marquons la fin de cette première séquence. Mediapro continue. On revient juste après la pub. Mediapro est de retour, bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. On poursuit notre émission avec un peu de 7e art. Le Festival européen du film s'est déroulé du 10 au 19 mai dernier à Alger, Oran et Béjaïa. Un rendez-vous de référence qui célèbre la richesse et la pluralité du cinéma européen. On regarde justement ce sujet signé Mohamed Wali Ben Chaban et on revient. En plus d'Alger et Oran, la 9e édition du Festival du film européen a fait escale à Béjaïa, dans cette ville réputée pour son attachement à la culture et à la création artistique. Le public cinéphile a répandu présent pour célébrer le cinéma européen dans toute sa diversité. Projections, masterclass et rencontres enrichissantes ont eu lieu avec des professionnels du cinéma. Nous avons assisté à une très belle masterclass sur le scénario du scénariste qui est venu de la Hongrie. En fait, comme vous l'avez remarqué, le public a répondu favorablement et qui répond toujours favorablement quand il y a une projection de film ici à la Cinémathèque de Béjaïa. La projection du film hongrois Semmelweis a marqué un moment fort de cette escale. Le scénariste Balázs Maroszki a échangé longuement avec les spectateurs autour de l'histoire du médecin Iñak Semmelweis. C'est un médecin méconnu au monde. Mon objectif en tant que scénariste est de faire connaître non seulement son nom, mais aussi son histoire et son parcours marqué par le succès, l'émotion et parfois les conflits. Ce médecin a été bouleversé par le taux alarmant de mortalité chez les femmes en couche victimes de la fièvre puerpérale. Il a alors développé une théorie révolutionnaire, l'hygiène des mains, notamment leur lavage au chlorure de chaux. Avec ce type d'invention simple, quand même simple, alors ils ont sauvé les vies des femmes, surtout des femmes en couche. Ils ont sauvé les femmes, pas seulement en Hongrie et en Vienne, mais également au monde entier. La salle pleine à craquer témoignait de l'intérêt du public local pour le 7e art. Bon, ce n'était pas la première fois que je regarde un film au cinéma, mais c'est la première fois qu'un film me plaît à ce point. Pas question juste... ça me plaît l'histoire, mais par rapport au professionnalisme en général. Nous, on va au cinéma assez régulièrement et je pense que c'est une bonne chose. Il y a un autre contexte, une autre ambiance. C'est grandiose finalement par rapport à la maison. Ce passage du Festival du film européen en Algérie a prouvé une fois de plus que le cinéma demeure un puissant vecteur de dialogue et d'ouverture, mêlant passion, découverte et échange. Un sujet, on le rappelle, signé Mohamed Wali Ben Chaban avec un commentaire de Sohila Kilal. Voilà donc un festival qui a réuni les cinéphiles d'ici et d'ailleurs et qui constitue aussi un pont culturel entre les deux rives de la Méditerranée, Faisal, n'est-ce pas? Absolument, c'est la 9e édition de ce festival européen. C'est devenu un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles, pour ceux qui aiment le cinéma. Ça se tient généralement
au mois de mai. Par le passé, c'était au mois de janvier, mais là, le mois de mai, je pense que c'est mieux. C'est mieux, oui. Pour ceux qui aiment le cinéma, et donc à la Cinémathèque algérienne, à Alger, il y a eu des projections, comme on l'a vu à Béjaïa, mais également à Oran. À Oran aussi. Parce que ce festival tend maintenant à aller vers d'autres villes du pays. C'est une première. Oui, absolument. Pour voir ce cinéma européen, parce que le cinéma européen, il y a beaucoup quand même des écoles. Par exemple, le film Les graines du figuier sauvage, qui est un film allemand et qui a eu des prix, beaucoup de prix à travers le monde, est un cinéma très dynamique, avec des variations de sujets, des diversités, certaines diversités sur le plan esthétique, scénaristique, etc. Il y a aussi le film La Casa d'Espagne. Mohamed Becha'ban parlait du film Semmelweis, qui est un nom d'un médecin hongrois, parce que le cinéma hongrois était quand même un grand cinéma, surtout de cinéma d'auteur. Bien sûr. D'Europe de l'Est, oui. D'Europe de l'Est, on connaît le grand Milos Forman, celui qui a fait le film Amadeus sur Mozart, c'est un film qui reste un film culte. D'autres films, parce qu'il y a même des cinémas d'animation comme Linda veut du poulet, un film français, ou Rose Petite Fée des fleurs, parce que c'est un film danois, le cinéma d'animation aussi, il a son public, y compris parmi les adultes, parce qu'on penserait que le cinéma d'animation, surtout pour le jeune public, mais c'est tout le monde qui aime ce genre de cinéma. Aussi, le festival européen était aussi marqué par des masterclass, parce qu'il y a eu beaucoup de masterclass qui ont été organisées, c'est bien, parce que masterclass, personnellement, j'ai assisté à certaines d'elles l'année passée. Les discussions sont toujours enrichissantes entre les scénaristes, les producteurs, parfois les réalisateurs, et cet échange est important, parce que en même temps, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés, comme je pense que Khalil aime aussi le cinéma, intéressés par le cinéma, qui ça contribue à approfondir les connaissances, à connaître peut-être de nouvelles techniques, parce que vous savez, les mecs, que le cinéma est un art majeur qui évolue chaque jour. Exactement. Abdelmalek, vous avez eu l'occasion de participer peut-être à l'une de ces projections ? À Masterclass, non, mais moi, le festival européen me parle beaucoup, car, comme l'a si bien dit Faisal, c'est la 9e édition, c'est devenu un rendez-vous incontournable des cinéphiles en Algérie, et c'est une première cette année. Le festival s'est déroulé dans 3 villes algériennes, à Béjaïa, Alger et à Oran. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, les cinéphiles algériens ont pu assister à ce festival, c'est-à-dire ceux qui habitent l'Ouest, ceux qui habitent l'Est et au centre. Ils ont eu cette chance. Encore une fois, les masterclass, j'avais assisté à beaucoup de masterclass l'année dernière. Généralement, moi, j'aime les festivals pour leurs masterclass, pour leurs ateliers, leurs workshops. Et parce que, vous savez, une masterclass, c'est un échange, c'est l'échange du savoir-faire. Quand un réalisateur hongrois vient en Algérie, rencontre un réalisateur algérien, quand ils font une masterclass, c'est-à-dire ils font une conférence, un séminaire, ils commencent à parler, c'est un échange. L'Hongrois va donner sa vision du 7e art au réalisateur algérien, qui va lui aussi donner sa vision du 7e art au réalisateur hongrois. Et ça va peut-être ouvrir la porte à des projets communs entre peut-être la Hongrie, la République tchèque, l'Allemagne, l'Espagne et l'Algérie. Oui, parce que l'Algérie possède aussi des décors fabuleux dans le cinéma et possède aussi des cinéastes très engagés aussi. Justement, à ce propos, en marge de la conférence de presse de cet événement, de nombreux diplomates européens se sont exprimés concernant notamment les œuvres qui ont été projetées. On écoute. C'est un festival qui est important aussi parce qu'il s'inscrit dans un partenariat. Ce n'est pas ici l'Union européenne qui fait un festival, mais en fait, c'est le fruit d'un partenariat. Tout d'abord, bien sûr, avec les États membres de l'Union européenne, puisque c'est les États membres de l'Union européenne, les ambassadeurs ici présents, qui présentent des films et qui offrent justement un exemple de leur culture cinématographique dans un contexte, bien sûr, européen. Mais c'est surtout aussi un partenariat avec les institutions publiques algériennes. Un moment très important pour les échanges entre l'Union européenne et l'Algérie. Et l'Italie, en étant membre fondateur de l'Union européenne, bien sûr, elle participe, elle est ravie de participer et elle présentera un film de 2021 qui s'appelle Il diritto alla felicità, les droits au bonheur. C'est un film qui a participé à beaucoup de festivals dans le monde. On va participer dans les festivals européens avec le film La Casa. Le film, c'est un film qui est basé dans une bande dessinée très connue à l'Espagne. Et bon, c'est un film intimiste qui raconte l'histoire d'une famille
le père est mort et c'est les enfants qui vont arranger la maison et on parlait des relations entre eux, des relations avec le père. La coopération culturelle entre l'Algérie et l'Allemagne, ça marche déjà depuis beaucoup d'années. Le Goethe-Institut est ici depuis les années 60. Et alors on a une longue tradition de coopérer dans le domaine culturel entre l'Algérie et l'Allemagne. On fait aussi beaucoup de participation dans des festivals. Voilà, Abdelmalek Belhouchet, la coopération... Justement, on parlait de partenariat. Voilà, on parlait de partenariat. La coopération culturelle, donc un élément déterminant pour l'approfondissement du partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne. Exactement, le volet culturel n'est pas à négliger dans le partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Algérie, dans le 7e art, parce que l'événement c'est le 7e art, le festival européen du film, le festival du film européen, on parle de cinéma. Dans le 7e art, l'Algérie possède aujourd'hui une école de cinéma. C'est une première en Algérie. Et justement, l'Algérie cherche à ouvrir la porte des coopérations et des partenariats dans ce domaine-là, c'est-à-dire dans le domaine de l'enseignement du 7e art, dans le domaine de la pédagogie. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de cinéastes européens qui sont venus et qui se sont intéressés justement à cette école. Parmi eux, j'ai eu la chance de rencontrer le doyen c'est un doyen de faculté à l'université de Prague. D'accord. C'est la faculté de cinéma à l'université de Prague. Il était fortement intéressé par cette école algérienne, Aqlia. Donc, et justement, donc c'est l'occasion et l'opportunité, l'occasion idéale d'ouvrir justement une porte, la porte de l'échange entre Alger et le reste des capitales européennes. Il y a eu un accord aussi qui a été signé justement avec l'université de cinéma de Prague. L'Algérie, on l'a vu, est liée avec plusieurs pays via des traités de coproduction cinématographique. Il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, il y a aussi l'Union européenne, l'organisation de l'Union européenne. Quels sont les aspects les plus importants de ces traités qui ont été signés, Faisal Moutaoui? Il y a un accord de coopération qui a été signé par la Prague Film School. Oui, récemment. Récemment, avec l'Institut national supérieur du cinéma de Qléa, Mohamed Lakhdar Hamina. C'est un accord important parce que l'école de Prague est l'une des 10 meilleures écoles de cinéma au monde. Lakhdar Hamina a fait ses études à Prague. Lakhdar Hamina, effectivement. Oui. Et il a donné la Palme d'Or à l'Algérie avec Chronique des années de Brest. Nous avons eu le plaisir d'Allemagne. On lui a rendu un petit hommage de le voir sur Hebdo Show. Le jeudi 29 mai à l'Opéra d'Alger, la version restituée, qui a été aussi projetée au Festival de Cannes en hommage à Mohamed Lakhdar Hamina. Décédé le même jour de cette projection. La projection à Cannes Classique. Mohamed Lakhdar Hamina quittait le monde comme un cinéaste lui aussi. Et donc cette version restaurée va théoriquement être présentée à partir du mois de septembre dans les salles algériennes. Il faudrait bien que les jeunes Algériens voient cette œuvre qui a donné la seule et unique palme d'or au cinéma algérien, arabe et africain. Il y a aussi effectivement des accords de coopération, de coproduction, notamment avec l'Italie, avec d'autres pays, et d'autres, l'Espagne et d'autres qui sont aussi à l'étude, parce qu'il s'agit aussi d'aller vers le monde. C'est bien d'avoir des rapports avec les Européens. L'Union européenne est un partenaire stratégique et important pour l'Algérie. L'Algérie est un partenaire aussi important pour l'Union européenne. Mais il faut aller vers les cinémas du monde. À mon avis, il y a de grands cinémas du grand cinéma qui se fait en Mexique, en Argentine, au Brésil, en Corée du Sud, au Vietnam, au Japon, en Chine aussi. En Inde. L'Inde, c'est le plus grand producteur de films au monde. Il y a aussi du cinéma qui se produit en Afrique. En Afrique, au Nigeria. Au Nigeria, notamment, l'Hollywood. Oui, le Nigeria est le deuxième producteur du cinéma au monde, avec 2500 films par an. Il y a aussi du bon cinéma qui est fait au Kenya, en Éthiopie. Donc, je pense que le moment est venu d'aller vers des accords de coopération, parce que maintenant, la tendance dans le monde, de toute façon, quand vous voyez les films qui sont en compétition, c'est la coproduction. Tous les films sont en coproduction. Parce que trouver un coproducteur en Amérique du Sud, par exemple, nous avons un grand cinéaste algérien, d'origine algérienne, qui est établi au Brésil, qui s'appelle Karim Aynous. Karim Aynous, qui a fait des films comme Le Jeu de la Reine et d'autres, quelqu'un qui peut aussi être d'un grand apport pour les jeunes producteurs et réalisateurs algériens pour ouvrir les portes de l'Amérique du Sud. Nous sommes
nous avons toujours été lointains, même si géographiquement cette partie du monde est lointaine, mais on peut se rapprocher de cette partie du monde, d'autant plus que la diplomatie algérienne est en train d'aller vers ces pays comme la Karim Colombie. Ben Salah qui est un réalisateur algéro-brésilien. Absolument, Karim Ben Salah. Il y a aussi des cinéastes algériens qui sont établis en Asie. Il faudrait peut-être les chercher pour créer un réseau, un network important, d'autant plus que nous avons en Algérie un grand projet, celui de réaliser un grand long-métrage international sur l'Émirat. Exactement. Parce que la coproduction, ça permet quoi? Ça permet de mutualiser le budget, de 1. Ça permet de faire pénétrer le film dans un autre marché, outre que le marché d'origine. C'est-à-dire si, par exemple, une coproduction se fait entre l'Algérie et l'Angleterre, un film algérien, ce film qui sera britanno-algérien, pourra être distribué dans les salles de cinéma en Angleterre. Exactement. Et ça permet aussi l'échange du savoir-faire, l'échange culturel aussi. Exactement. Donc c'est pour ça que la coproduction aujourd'hui, en 2025, c'est devenu presque une nécessité aussi. Parce que faire un film aujourd'hui, c'est plus coûteux que de faire un film il y a 15 ans. Ça devient plus cher. Et c'est pour ça qu'il faut aller aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de la coproduction. Autre événement culturel qui a également marqué la semaine, c'est la 8e édition du Festival de la littérature et du cinéma de Saïda, de la littérature et du cinéma de la femme, de Saïda, avec la participation de grands noms de la culture algérienne à l'aura internationale, dont l'écrivain Mohamed Moulsoul, alias Yasmina Khadra, exactement, un écrivain qui a été un écrivain algérien d'une dimension internationale et qui a récemment été primé à plusieurs reprises. Il s'est exprimé d'ailleurs dans une interview accordée à notre collègue Flah Laili pour Al24 News. On écoute un extrait et on revient. Que représente pour vous cette reconnaissance ? Ça représente beaucoup de choses. D'abord, il y a des gens qui lisent. Il y a des gens qui ont la noblesse de reconnaître les mérites des autres. Et c'est aussi une grande responsabilité. Maintenant, il faut rester digne de cette consécration. Il faut essayer aussi de prouver que toute l'ambition d'un écrivain ne s'arrête pas à un prix. C'est une continuité, c'est une persévérance. C'est une façon d'aller encore plus loin dans ses propres ambitions. Et l'ambition d'un écrivain, justement, c'est d'être utile à quelque chose. On écrit pour éveiller les consciences, pour essayer de rassembler les nations, pour prouver que la culture est capable de nous enrichir et non pas de nous diversifier et de nous dresser les uns contre les autres. C'est ça peut-être le vrai travail d'un écrivain. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les écrivains font la même chose. Il y a aussi des écrivains qui écrivent pour dresser les nations les unes contre les autres, pour stigmatiser, pour mentir et tout. Mais moi, je pense que la véritable mission d'un écrivain éclairé, c'est justement d'aller vers ce qui est beau et vers ce qui nous rassemble. Voilà donc une interview que vous pourrez suivre prochainement sur Al24 News. On le connaît, Mohamed Moulsoul, Yasmina Khadra, et fait partie des ambassadeurs de la diplomatie algérienne à travers ce qu'on appelle le soft power. Faisal, quel est selon vous le rôle de la littérature et de la création artistique en général dans le soft power ? Et oui, également effectivement du soft power. Et il est vrai que Yasmina Khadra, l'un des auteurs algériens et probablement africains et arabes, pour rester dans la région, les plus traduits dans le monde. C'est cinquantaine de langues. Cinquantaine de langues, c'est ça. Ces romans ont été aussi traduits au cinéma, comme l'Attentat. Le film a été réalisé par le Libanais Zayed Doueri. Il y a eu le film Ce que le jour doit à la nuit par Alexandre Arcadi. Il y a eu des livres qui ont été traduits aussi en bande dessinée. Il y a aussi un livre, un film qui est en production, À quoi rêvent les loups, l'adaptation de Céline Keshouch. Et là, on voit Yasmina Khadra reçu par le président Abdelmajid Tebboune et il lui a offert son avant-dernier roman, Les Vertueux, qui est un gros roman où il parle de l'histoire d'un homme qui va se déplacer dans plusieurs régions à travers l'histoire, etc., qui participe à la Première Guerre mondiale, etc. Et l'écriture d'Yasmina Khadra est une écriture imagée. Le dernier roman d'Yasmina Khadra, c'est Cœur d'amande. C'est une histoire, Qalbello, si vous voulez. C'est une histoire qui se passe en plein cœur de Paris, à côté du Sacré-Cœur. Yasmina Khadra, il voyage à travers sa littérature. Il a parlé de l'Afrique, l'équation africaine, il a parlé du Mexique, il a parlé d'autres contrées du monde, comme les Sirènes de Bagdad pour l'Irak, les Hirondelles de Kaboul. Et cette littérature, parce qu'elle sera toujours algérienne.
même si elle est éditée en français ou d'autres langues, ça traduit un peu cette force de narration de la littérature algérienne. On a eu par le passé des grands romanciers en Algérie, Assad Jabbar, Rachid Boujdra, Tahar Wattar, Maïs Habé, et d'autres qui ont donc laissé des traces de cette littérature et qui ont laissé des histoires, parce que quand l'histoire est algérienne et qu'elle est... je parlerai des véritables écrivains, je ne parlerai pas des charlatans qui sont en train d'occuper des plateaux pour attaquer leur pays ou pour attaquer la religion musulmane ou attaquer les Palestiniens, etc. Je parle des véritables, parce qu'un homme de lettres doit aimer la liberté et l'amour, il ne doit pas attaquer renier ses origines. Il renier ses origines ou devenir un nouveau harki. Et je ne vais pas donner des noms, mais les téléspectateurs l'auront compris. Donc il y a ces hommes de lettres et ces femmes de lettres qui ont marqué d'une pierre blanche de l'histoire de la littérature mondiale. Et ils sont toujours en train, parce qu'il y a une belle génération de jeunes auteurs qui écrivent aujourd'hui en anglais, Nariman, et j'imagine que vous-même vous maîtrisez l'anglais, qui écrivent en tamazirt, une très belle langue nationale, qui écrivent également en langue arabe, qui écrivent en langue française, qui sont le futur de la littérature algérienne. Lors du prix de la littérature Assad Jabbar. Chaque année, on découvre effectivement qu'il y a des auteurs qui doivent être encouragés. Il faudrait que les livres soient mieux distribués. Pourquoi pas en parler de la région africaine? Je pense que les romans algériens peuvent aussi, comme les films, être exportés. Pourquoi pas? Exportés et traduits. Abdelmalek Blouchette, les écrits de Yasmina Khadra vous parlent? Bien sûr, ça me parle beaucoup, Yasmina Khadra. Peut-être le roman Khalil aussi, justement, j'allais dire, c'est le roman où, voilà, c'est un roman qui porte... Vous n'allez pas jouer le rôle de Khalil, évidemment. Non, pas du tout. C'est radical. C'est vrai que tout de suite, j'ai été frappé justement par ce roman qui portait mon nom, mon deuxième prénom, Khalil. Sinon, moi, j'avais beaucoup aimé Cœur d'amande, son dernier roman. J'avais aimé aussi Ce que le jour doit à la nuit. Je pense que c'est le préféré pour tous les lecteurs. Et c'est des écrits qui nous parlent, c'est des romans qui parlent, qui nous font voyager. Et c'est un auteur très lu. Ça, il faut le dire. C'est quelqu'un qui est très lu. Il faut voir les chaînes. Ouais. Donc, dans des séances de dédicaces, il faut voir la queue. C'était le cas, Saïda. Pour Yasmina Khadra ou encore comme pour d'autres auteurs ou autrices comme Ahlam Moustranmi qui est l'écrivaine la plus lue du monde arabe. Yasmina Khadra, si vous permettez Khalil, à la salle de Niazet de Saïda, il y avait une queue. Oui, les gens sont entendus. Et certains prenaient 2-3 livres pour les faire dédicacer. Yasmina Khadra est restée, je pense, presque 1h30. Plus à signer des livres donc, pour ses lecteurs. Et ce rapport entre le lecteur et l'auteur, parfois il est rare de le voir de cette manière. Il est très proche de ses lecteurs, parce que autant il y a des stars de la musique, il y a des stars du foot, il y a aussi des stars de la littérature. Il faudrait aussi qu'on célèbre ces stars, parce qu'après tout, ils portent également la littérature et la culture algérienne à l'étranger. Exactement, preuve encore une fois que les Algériens lisent beaucoup. Alors le festival de Saïda a été aussi l'occasion de projeter le film La Gare, Ain al-Hajra du réalisateur Lotfi Bouchouchi, Ain al-Hajr, du réalisateur Lotfi Bouchouchi, à l'occasion de sa sortie en salle en Algérie, un film qui a été produit par Dalia Antri. On l'a remarqué, de plus en plus de figures féminines s'imposent dans le secteur artistique algérien, dont par exemple Maïssa Bey en littérature ou encore Adila Bendimrad dans le cinéma. Abdelmalek, l'Algérie, on l'a vu, elle met en œuvre une politique culturelle qui favorise le développement de la création et de la production, mais aussi dans un cadre qui est un peu plus inclusif, on peut dire. Exactement. Aujourd'hui, la culture ou la création picturale ou la création culturelle en Algérie, on le voit, est partagée de façon équilibrée entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui écrivent des romans magnifiques qu'on a aimés. Vous avez cité Ahlam Moustranmi. Oui, Maïssa Bey aussi. Maïssa Bey aussi. Il y a aussi des femmes réalisatrices, cinéastes qui font un excellent travail. Je citerai la réalisatrice Hajar Spata, qui a fait le film Tiyara Safra, qui a reçu un prix au Canada, si je ne dis pas de bêtises, Faisal. Oui. Le Festival du Buy d'Afrique à Montréal. Exactement, à Montréal. Donc on a beaucoup de femmes qui incarnent aujourd'hui un talent algérien. Et ça, c'est une fierté pour moi. De voir une femme qui soulève haut le drapeau algérien, c'est une fierté pour nous. Et justement, le festival de Saïda, son objectif, c'est ça. C'est de mettre de la lumière sur ces femmes qui ont eu cette opportunité
de révéler au monde entier leur talent. Donc Oui, ça, oui, c'est... oui, les nous n'avons pas malheureusement beaucoup de réalisatrices. On a beaucoup de comédiennes, que ce soit dans la littérature, en théâtre et au cinéma, même en littérature, les personnages parfois peuvent jouer des rôles. On a par exemple Hajan Sabata, vous l'avez cité, Khalil, qui a eu effectivement réalisé son premier court-métrage qui s'appelle Tayar Aspra, qui parle d'un épisode de la guerre de libération nationale. On a aussi Jamila Sahraoui qui a réalisé le film Yimma, l'un des plus beaux films réalisés en Algérie ces dernières années. Adila Bendimelad avec son mari Damien Honouri pour la dernière reine, c'est sa première réalisation d'un long métrage. Il y a aussi Fatma Zahra Zamoum qui est réalisatrice. Il y a aussi Yasmine Chouir. Il y a aussi Mounia Moudour et d'autres. Pour les comédiens, on a beaucoup. Mais il faut dire que ce métier du cinéma, enfin, entre parenthèses, dans le monde, il n'y a pas beaucoup de réalisatrices, y compris à Hollywood, ou dans le festival, en Europe, d'ailleurs, les festivals européens, comme le festival de Cannes, ou la Mostra de Venise, ou le Berlinale à Berlin, donnent beaucoup de place aux femmes réalisatrices et aux femmes comédiennes, même dans le pays arabe, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas surtout beaucoup. Des réalisatrices en Égypte, un peu en Syrie, également en Tunisie, ou en Jordanie aussi. Et donc, mais je pense que l'avenir du cinéma sera porté par tout le monde, parce que à Saïda, nous avons vu d'abord qu'il y a un grand public dans la salle de Miazet qui participe au débat, et que les films, maintenant, on est en train d'aller vers une variation de sujets, des sujets plus variés. Vous avez évoqué la gare de Lotfi Bouchouchi, qui revient, parce que Lotfi Bouchouchi a pris beaucoup de temps pour réaliser ce film entamé. Au début, il y avait la Covid. Oui, c'était en période de Covid. De crise sanitaire, etc. On est à Gantara, de la région de Biskra. Khalil parlait de la destination tournage. Oui, l'Algérie, à travers ses décors, peut être une belle destination. D'ailleurs, maintenant, il y a une concurrence dans le monde entre les... Comment faire d'un pays comme l'Algérie une destination? Pour faire une destination, et bien sûr, il faut créer des microclimats, il faut créer des studios, des possibles. Maintenant, il y a un projet du site de cinéma. Exactement. Parce que l'Algérie, c'est les espaces aujourd'hui. Absolument. Avant, c'était la guerre des espaces. Aujourd'hui, c'est la guerre pour les espaces. C'est également ça, le soft power. Parce que dans un film, vous pouvez faire un film où il y a par exemple les 4 saisons, vous tournez sur la neige à Sharia, vous allez dans le sud, dans la région de Ghardaya, où c'est le printemps, vous pouvez aller vers la région de Tlemcen, où c'est un peu l'automne, vous pouvez aller à Constantine, etc. Parce qu'il y a les décors naturels, il y a les décors architecturaux. Comme Ghardaya est une très belle ville, tous les architectes du monde, quand ils voient Ghardaya, ils sont subjugués par cette ville. N'oublions pas que le Corbusier a fait son stage à Ghardaya, séjourné à Ghardaya. Quand vous voyez Constantine aussi, avec son architecture, son histoire millénaire, etc. Vous partez à Méliana, c'est la même chose. Vous partez à Drar aussi, les toits de Gourara, donc c'est très très varié. On peut faire des milliers de films maintenant. Et évidemment, il faut qu'il y ait peut-être des mesures pour que l'accès en Algérie, le territoire algérien, pour les tournages soit un peu plus facilité, parce que il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes de parties étrangères, parce que maintenant dans la région, il y a de la concurrence, c'est la forte concurrence. Vous savez que par exemple, l'une des villes où il y a le plus de tournages actuellement dans le monde, c'est la ville de Budapest en Hongrie, la ville de Sofia en Bulgarie, la ville d'Istanbul en Turquie. Vous voyez, tous les films d'action de ces dernières années, c'est à cause de l'architecture. Il y a des plans sur les villes. C'est l'architecture, c'est l'architecture, baroque, gothique et tout. C'est pour ça que ça attire. Et c'est aussi du tourisme, parce qu'il faut lier la culture au tourisme. Très bien, messieurs, c'est sur ces mots-là que nous allons nous quitter. C'est la fin de cette émission. Merci Faisal Motaoui et merci à vous, Abdelmalek Belbouchette, d'avoir enrichi ce débat. Et merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.